Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que la moisson, pour ceux qui ont commencé, se déroule bien. Écoutez, bienvenue ce soir à la première live Facebook d'Agriconomie. Alors, qui aura pour thème ce soir les engrais de fond. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe sur Facebook Live. Donc, on va faire des répétitions tous les mois de différents thèmes qui vous concernent, de différentes problématiques que vous rencontrez sur le terrain. On va vous permettre de voir de nouveaux produits, de mettre en avant de nouveaux systèmes d'approvisionnement, etc., etc. Alors, on a décidé ce soir de mettre en avant les engrais de fond pour la simple et bonne raison que c'est un sujet d'actualité. Alors le fait est, la plupart des engrais de fond sont épandus après récolte, donc en ce moment, voire au mois d'août. Alors avant de commencer, je vais déjà me présenter. Donc moi je suis Baptiste, j'ai 27 ans, je travaille dans les engrais depuis 5 ans et aujourd'hui je suis expert chez Agriconomie. Alors, avant de commencer aussi, je vous propose évidemment de poster vos commentaires, de poser vos questions. Il n'y a pas de questions taboues. J'essaierai de les répondre de la manière la plus simple possible. Alors, pour commencer, on ne va pas tout de suite mettre en avant les engrais de fond. On va parler du sol de manière générale et on va plutôt se pencher sur deux choses, le complexe argilo-humique et la solution du sol. Alors, le complexe argilo-humique, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un agrégat entre des feuillets d'argile chargés négativement et de l'humus. Donc, en fait, cet agrégat va former, on va le synthétiser sous forme, enfin, on va le schématiser, pardon, sous forme de sphère. Et ce complexe argilo-humique chargé négativement va permettre de fixer en fait les éléments fertilisants les uns après les autres, alors que ce soit pour du calcium, que ce soit pour de la potasse, que ce soit pour de l'azote, etc., etc. Donc c'est vraiment ce complexe argilo-humique qui va fixer les éléments fertilisants du sol. Alors, pour schématiser un petit peu tout ça, on peut faire quelque chose d'un petit peu plus simple. On va schématiser le sol par un frigo. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un frigo qui est vide. Et le complexe argilo-humique qu'il va y avoir dans le sol va être en fait vos étagères. Donc, plus vous allez avoir d'étagères, plus vous allez pouvoir mettre des aliments dans votre frigo. Et bien, c'est exactement la même chose pour le sol. En fait, plus vous allez avoir des complexes argilo-humiques qui sont grands, plus vous allez pouvoir fixer d'éléments fertilisants et plus vous allez pouvoir donner à votre plante ce qu'elle a besoin pour se développer. Alors, autre chose, on a parlé du complexe argilo-humique. Maintenant, on va parler de la solution du sol. Donc, la solution du sol, ce qui représente le sol de manière globale. Là aussi, on va trouver des éléments fertilisants. Ils ne sont pas uniquement sur le complexe argilo-humique, mais ils vont être aussi dans la solution du sol. Alors, généralement, ce qu'on va retrouver le plus fréquemment, ça va être le phosphore. Le phosphore est un élément assez particulier puisque, si vous voulez, il est chargé négativement, il est sous forme H2PO4. 3-. Donc, étant donné qu'il est chargé négativement, il ne va pas pouvoir se fixer au complexe argilo-humique. Et donc, ce phosphore-là, cette molécule, va se calcifier, va créer des ponts calciques. C'est pour ça qu'on appelle ça un phosphore tricalcique. Et c'est cette forme-là de phosphore qui est la plus difficile plus difficile pour être assimilée par la plante et par votre culture. Donc, à côté de ça, dans la solution du sol, on va retrouver des éléments fertilisants aussi, de la potasse, de l'azote, etc., etc., calcium, magnésie et tout autre type d'éléments fertilisants, aussi bien des oligo-éléments. Donc, on a parlé de deux choses avant de commencer sur les engrais de fond, c'est bien le comportement de vos éléments fertilisants dans le sol, que ce soit dans le complexe argilo-humique ou bien dans la solution du sol. Alors, maintenant, une fois que ces éléments sont là, on va parler de pertes. Quelles vont être les pertes de ces éléments fertilisants-là? Alors, le premier, ça va être le lessivage. Le lessivage, à cause des pluies que vous allez avoir pendant l'hiver, donc les éléments vont migrer, les éléments fertilisants mobiles, vont migrer dans les nappes phréatiques et donc, les racines ne vont pas pouvoir aller piocher ces éléments fertilisants-là pour pouvoir se développer. Donc ça va être la première problématique, c'est un lessivage naturel. La deuxième type de perte qu'on peut avoir va être l'exportation de la plante. Ni plus ni moins, pour se développer, une plante donc, a besoin d'éléments fertilisants et elle va aller piocher dans la solution du sol et dans le complexe argilo-humique ces éléments fertilisants-là pour se développer et pour bien s'implanter dans le sol. Alors, ces exportations-là sont quand même assez nombreuses, c'est la majorité.
On va avoir une grosse majorité d'exportations en potasse pour des cultures de type betterave et pommes de terre, où là, on va avoir en moyenne 80 éléments fertilisants en phosphore par hectare, et on va atteindre des niveaux de 180 unités de potasse pour la betterave. Pour la pomme de terre, ça va être la même chose. Pour le phosphore, on va avoir 80 unités de phosphore qui vont être absorbées pour la pomme de terre, par la pomme de terre pour se développer, tandis qu'en potasse, ce sera un petit peu plus élevé, on aura 250 unités. Donc d'où l'intérêt d'apporter des engrais de fond sur ces cultures-là, sur ces deux cultures-là, betteraves et pommes de terre, qui sont fortes consommatrices de ce produit-là. Alors, après pommes de terre et betteraves, tous les agriculteurs en France ne font pas que de la pomme de terre et de la betterave. On va parler d'une rotation un petit peu plus simple qui va être colza, blé, orge. Alors, la rotation colza, blé, orge, chose que beaucoup d'agriculteurs font, va exporter quand même en moyenne 150 unités de phosphore et 150 unités de potasse, donc sur 3 ans. Donc même une culture comme ça va exporter des unités et il est essentiel d'entretenir son sol pour pouvoir subvenir à leurs besoins. À côté de ça, l'exportation de ces unités-là va être évidemment un petit peu plus grande lorsque les pailles de ces cultures, notamment les cultures céréalières, seront enlevées. Là, on va augmenter davantage le niveau d'exportation du sol. Mais même si vous exportez que vos grains et que vous laissez vos pailles sur le champ, on a bel et bien une exportation de ces éléments-là par le développement des cultures. Alors, maintenant, j'ai parlé de différents types d'exportation, on a parlé de phosphore, de potasse, mais à quoi ça sert? À quoi sert le phosphore? À quoi sert la potasse? Alors en premier lieu, le phosphore, ce qu'il fait en premier lieu, ça va être d'agir sur le développement racinaire de la plante. Il va permettre en fait à la plante de bien s'implanter dans le sol. Autre utilité du phosphore, ça va être notamment pour développer la multiplication cellulaire et il va rentrer aussi dans le processus de photosynthèse. À côté de ça, la potasse, elle, va avoir une utilité principale d'apporter les éléments nutritifs de la plante aux grains, aux fruits. C'est pour ça que, si vous voulez, on a besoin de potasse et plus les fruits sont gros pour des arbres fruitiers, plus ils vont être consommateurs de potasse. Voilà, c'est exactement la même chose pour la pomme de terre et la betterave. En fait, plus la racine, plus le fruit qu'on va récolter ou le grain est important, plus il va prendre de potasse. Autre chose sur la potasse, la deuxième utilité, c'est qu'elle va agir sur le stress, notamment hydrique, et le stress contre le gel. Donc, elle va réguler en fait l'eau, de l'eau dans la plante pour réagir contre le stress hydrique et contre le gel en régulant de l'eau saline dans cette plante-là. Alors évidemment, posez vos questions. Il n'y a pas de questions taboues. N'hésitez pas à mettre en avant des questions. J'ai d'autres questions en tête que les agriculteurs ont l'habitude de nous poser, clairement au téléphone. Et celle qui me vient, ça va être de quelle manière on va pouvoir mettre du phosphore et de la potasse, des engrais de fond sur nos cultures. Alors il y a quatre manières principales. La première va être les engrais organiques, où là on va apporter du N, du P et du K. Alors le gros avantage d'apporter de la matière organique et des engrais organiques, c'est justement pour la matière organique qu'on va apporter au sol, qui va permettre de structurer ce sol, de l'aérer et d'avoir une meilleure rétention en eau plus tard sur ces terres. À côté de ça, la problématique qu'on peut avoir en engrais organique va être l'épandage. Tous les agriculteurs ne sont pas équipés d'épandeurs à engrais organiques et donc il est parfois difficile, il faut faire appel à un prestataire pour pouvoir épandre ces engrais. Deuxième engrais que l'on peut mettre en avant pour un apport d'engrais de fond, ça va être l'engrais minéral complexe PK. Donc là, le gros avantage, en fait, c'est un granulé où vous allez retrouver du P et du K dans les mêmes valeurs dans chaque granulé, partout dans ce granulé. Donc, le gros avantage que vous allez avoir, c'est au niveau de l'épandage et de l'homogénéité d'épandage, vous allez pouvoir apporter du phosphore et de la potasse au plus près de votre plante pour qu'elle puisse se développer et puiser dans ses réserves.
Alors, autre chose, troisième façon d'apporter du pK, ça va être les éléments P et K simples que l'on va moduler sur son sol. Alors, principalement, ça va être le TSP et le chlorure qu'on va mettre sur ces terres en fonction d'une analyse de sol que l'on va tirer. Voilà. Donc là, on va clairement moduler la potasse, le phosphore à chaque parcelle en fonction de la culture que l'on va avoir après et en fonction des exportations qu'il y a eu avant. Donc là, j'ai parlé des engrais organiques qui sont importants pour la matière organique, des engrais de fond type PK, granulé PK, où on va retrouver du 0,25-25, du 0,20-30. Là, des engrais simples TSP chlorure, où on va avoir le phosphore d'un côté, la potasse de l'autre. Et enfin, la dernière solution va être d'apporter un NPK. Donc un NPK qui va être utile, notamment en sortie d'hiver. On ne le mettra pas en période estivale après la récolte. On le mettra plutôt en sortie d'hiver puisqu'il va avoir un effet starter, on va dire, pour la reprise de végétation de votre culture avec l'azote. Donc généralement, dans ces produits-là, on va apporter un 20-10-10, quelque chose comme ça, un 15-5-5, pour pouvoir apporter tous les éléments fertilisants dont a besoin la plante pour redémarrer. Voilà un petit peu. Pour revenir très rapidement sur l'engrais organique, l'autre avantage qu'on peut avoir, c'est notamment avant un colza, épandre de l'engrais organique avec de l'azote va permettre à votre colza d'être beaucoup plus fort avant l'entrée en hiver, va permettre de l'implanter bien comme il faut dans son sol, et donc ce colza sera plus fort pour résister aux attaques d'altise et de bourgeons du charançon terminal qu'il y aura au printemps en reprise de végétation. Voilà. Alors, j'ai d'autres questions en tête que je peux vous mentionner. Je vais en mentionner encore quelques-unes. Qu'est-ce que se passe-t-il si on fait une impasse en phosphore et en potasse? Alors, dans un premier temps, on n'a pas spécialement de problème. Une impasse en phosphore sur 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être même 4 ans ou 5 ans, ne va pas trop poser de problème aux cultures suivantes, puisqu'on a déjà des réserves dans le sol. Par contre, il faut savoir, et l'INRA a mené un essai depuis une cinquantaine d'années sur ces impasses-là, il faut savoir quand même qu'au fur et à mesure, votre courbe de rendement va gentiment diminuer. Alors, elle va osciller en fonction de la climato, un petit peu comme à la bourse. Elle va osciller en fonction de la climato, savoir si les rendements sont bons ou moins bons, mais au fur et à mesure, elle va quand même avoir une tendance baissière, puisqu'elle va avoir de plus en plus de mal à trouver des éléments fertilisants dans le sol, notamment du phosphore et de la potasse. Alors, par contre, lorsque vous avez des soucis, après les problèmes de trésorerie, il est bon quand même de redévelopper des apports en phosphore et potasse. Pour continuer, autre question qui peut être mise en avant, ça va être est-ce qu'il est utile d'apporter du phosphore et de la potasse, des engrais de fond, lorsque votre pH est trop acide, trop bas. Alors, sachez-le, clairement, il est plutôt conseillé de remonter son pH à 6,57, qui est un pH impeccable pour l'absorption des éléments fertilisants, plutôt que d'avoir un pH à 5,56 et continuer à amener du phosphore et de la potasse pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que votre pH, s'il est faible, votre plante n'arrivera pas à absorber ces éléments fertilisants. Okay, alors, il faut savoir, par exemple, un exemple, le phosphore sera assimilable qu'à 50% de ses capacités lorsque le pH sera à 6. Donc vous voyez, le delta est vraiment important. Lorsqu'on est à 6,5, le phosphore est utilisable à 100%. Lorsqu'on est à 6, il est utilisable à 0%. Alors, je vais continuer encore une ou deux questions qu'on a l'habitude de me poser, donc notamment sur le sulfate de potasse. Alors, le sulfate de potasse est-il plus soluble pardon. Le sulfate de potasse est-il plus soluble qu'un chlorure de potasse? Est-ce qu'il va être plus assimilable par la plante qu'un chlorure de potasse? Ça, c'est un a priori, c'est faux. Le sulfate de potasse va vous permettre d'amener du soufre, mais c'est tout. Il va pas vous rendre l'assimilation
plus facile. Par contre, le chlorure de potasse, lui, est un chlore associé à de la potasse. Hein. Lui, il va être aussi assimilable qu'un sulfate de potasse. Par contre, des expériences ont prouvé que le chlore était nocif, notamment pour les cultures légumières, de la betterave et de la pomme de terre. Donc c'est pour ces raisons-là qu'on évitera de mettre du chlorure de potasse sur des pommes de terre et des betteraves, et on privilégiera plutôt du sulfate de potasse. Écoutez, je vais en arrêter là. J'ai bien avancé. Ça fait un petit peu de temps qu'on est ensemble. Je peux regarder s'il y a une ou deux questions. Donc, en sol calcaire, question de Vincent, et en sol calcaire, donc Vincent, pour répondre, en sol calcaire, il vaut mieux apporter au plus proche de ta culture le phosphore et la potasse. Un NPK, par exemple, en reprise de végétation l'hiver, sera intéressant. Ou alors, il faudra mettre plutôt un engrais organique en période estivale, puisque le phosphore organique va être assimilable, va être beaucoup plus assimilable qu'un phosphore minéral. C'est le phosphore le plus assimilable organique, et notamment le lisier de pin. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Alors, ce que je vous propose, c'est de mettre des commentaires. L'objectif, c'est de réitérer, d'avoir une récurrence dans ces Facebook Live. Surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour savoir quelle thématique vous voudriez qu'on aborde, quelle problématique vous voudriez qu'on mette en avant pour vous conseiller. Ce que je vous dis, c'est merci. Vous pouvez retrouver tous nos services sur le site agriconomie.com. Surtout, n'hésitez pas aussi à nous appeler si vous avez la moindre question au standard. Et puis, je vous souhaite une bonne moisson. Pensez que votre sol est votre capital de rendement et il est important de l'entretenir. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.